Alors, je vais commencer par une question. Savez-vous ce qu'est la phobie sociale? Non. La phobie sociale. Oui. Vous savez ce que c'est? Non. C'est la agoraphobie. C'est ça, un peu, oui. Quoi d'autre? Peur du loup. Oui. Peur des autres. Peur des autres. Oui, c'est ça. Globalement, c'est la peur des autres, c'est la peur du regard des autres. C'est le contraire, évidemment, de la conférence, ou de l'art oratoire. La phobie sociale, en fait, c'est à la fois une sorte de timidité, mais au carré, si vous voulez, et en même temps, c'est une forme de panique aussi, c'est des crises de phobie, qui rendent les gens complètement paralysés, et qui empêchent de parler, qui empêchent d'agir, qui empêchent de se montrer en public. D'accord? Et c'est une maladie, non pas mentale, mais une maladie émotionnelle, relationnelle et peut-être spirituelle. C'est ce dont j'étais en fait atteint quand j'étais enfant. J'étais phobique social pendant à peu près 20 ans. Aujourd'hui, évidemment, je suis conférencier depuis 22 ans à peu près, et j'ai dû animer à peu près 400 conférences. Et je fais aussi beaucoup de formations depuis à peu près 32 ans, et honnêtement, c'est ce qui me donne le plus de plaisir, sinon évidemment j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc la question bien sûr c'est comment c'est possible de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de la phobie finalement à l'addiction. En fait, je vais vous répondre avec une histoire, avec la mienne évidemment, une histoire très simple en fait, parce que déjà, il faut savoir ce que ça veut dire être phobique social. Concrètement, pour moi, par exemple, quand j'étais enfant, si ma famille venait me voir du Havre, j'habitais en Fleurs, une fois par an ou deux, je me cachais sous la table. Tellement j'avais peur de leur regard. Voilà. Et puis ce qui était terrifiant pour moi, c'était mes parents habitaient et travaillaient dans un café-tabac, et donc pour sortir et entrer, il fallait que je traverse le café, sous le regard des clients, des poivreaux, qui me dévisageaient. C'était terrifiant, je vous jure, c'était vrai. Et bien sûr, le pire, c'était l'école. Dès que le maître ou le professeur m'interrogeait et que tous les regards se tournaient vers moi, je devenais rouge banane et je perdais tous mes moyens. Évidemment. Oui. Pareil, si je devais aller au tableau, évidemment, c'était la terreur. J'étais même capable de trébucher en allant au tableau. Vous voyez? Et même s'il fallait lire un texte, je n'arrivais jamais au bout parce que je me prenais les pieds dans je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà. C'est ça la phobie sociale. Alors le pire de tout ça, bien sûr, ma terreur d'enfant phobique, c'était les exposés. Puisque bien sûr, un exposé, par définition, c'est être sous le regard des autres pendant un certain temps qui va durer plus qu'une question. Et le hasard de l'histoire a fait que je n'ai jamais fait d'exposé. Probablement, je devais être tellement phobique, je ne sais pas ce que je faisais ou quoi, mais en collège, en tout cas, je n'ai jamais fait un seul exposé, contrairement à tous mes camarades de classe. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Évidemment, la vie m'a rattrapé, et heureusement. Et c'est comme ça que je suis sorti de ma poubelle. En fait, c'était en seconde, j'avais 15 ans, la prof de français avait demandé à tout le monde de choisir un thème, et moi j'avais réussi encore une fois à me faufiler par je sais quel subterfuge, et un de mes camarades de classe, William, avait choisi comme sujet l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais politisé, j'étais écolo à fond, j'étais à fond évidemment contre l'énergie nucléaire, donc je suis allé voir mon copain après le cours, pour pas que la prof m'entende, et je lui ai proposé mes services pour l'aider à construire son exposé, bien sûr. Et il était très content. Donc il m'a invité à goûter le mercredi après-midi, et comme il était assez déstructuré, gentil mais déstructuré, en réalité j'avais apporté en fait un sac de voyage bourré de documents. J'étais complètement dingue de ça en fait à l'époque, je connaissais tout par cœur, et j'ai vu qu'il était incapable de construire l'exposé, donc je lui ai fabriqué son exposé. Avec les 3 parties, les sous-parties, j'avais fait les chemises, les sous-chemises, les documents, les plans, les tout, il y avait tout. Il n'y avait plus qu'à mettre en musique. Et moi je ne voudrais surtout pas être à ta place. Arrive le jour de la musique justement, c'est-à-dire le jour de l'exposé, mon copain William se retrouve devant tout le monde, et il était adorable, tout le monde l'adorait d'ailleurs dans la classe, sauf qu'il n'était pas convaincu, il n'était pas passionnant, il n'était pas charismatique, le pauvre, donc il a commencé à parler, tout le monde s'emmerdait, personne n'écoutait, les gens comme ça discutaient dans tous les coins, et comme on voulait quand même l'aider, quelqu'un lui a posé une question, il a répondu à côté, donc ça a fait un peu monter la pression. Une autre camarade lui a posé une deuxième question, il a fait un geste, il a fait tomber tout le dossier que je lui avais donné, et toutes les feuilles par terre.
imaginez la catastrophe, donc il a commencé à bafouiller, à s'énerver, il a répondu encore à côté. Il y a un troisième camarade qui a en désespoir de cause, qui a essayé de lui poser une question, mais simplissime, le truc de base, pour le remettre dans le droit chemin, et là il a fait quelque chose qui a changé ma vie. Il était à peu près au milieu de la salle, imaginez tous les élèves étaient là, Patrice était sur le côté gauche comme ça, et il a fait ça, exactement. Et ça voulait dire, Patrice fait quelque chose, quoi. Il se trouve évidemment que j'avais la réponse à la question, puisque je maîtrisais le sujet, donc j'ai répondu à la question. Et la prof de français qui était juste à l'autre bout, elle a dit, Monsieur Raz, vous pourriez peut-être aller aider votre camarade quand même. Et là, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je me suis retrouvé de l'autre côté de la scène, et j'ai répondu à la question. Puis il y a eu une deuxième, j'ai repris les choses en main, j'ai fait l'exposé, j'ai pas vu le temps passer, et j'ai adoré. Et j'étais plus phobique social. Comme c'était évidemment, après l'exposé, en fait, après le cours, c'était la récréation, donc tout le monde est sorti, et moi je suis resté en fait à réfléchir, et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre cette histoire. La chose qui me faisait le plus peur, c'est à la fois le plus facile pour moi, et le plus agréable. Comment c'est possible ça? Donc, évidemment, ça a été un peu compliqué, parce que mon cerveau, il n'avait pas eu le temps de comprendre, donc il m'a fallu du temps pour décoder, pour comprendre ce qui s'était passé, pour capitaliser là-dessus. Après, je suis devenu addict aux exposés sur l'énergie nucléaire, à telle enseigne que je me suis fait exempter de cours pour aller prêcher la bonne parole écolo dans toutes les classes de première terminale au lycée de Deauville pour faire des exposés sur et contre l'énergie nucléaire. Donc après, il m'a fallu encore un autre déclic, ou plutôt des claques, pour passer à la vitesse supérieure. Ça sera pour une autre conférence. Alors, évidemment, maintenant la question c'est, on va pouvoir peut-être répondre à cette question, comment passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de la terreur, de la panique, de la phobie, à la confiance, le plaisir de parler, vraiment l'addiction quasiment. Et en fait, si vous réfléchissez bien, je vous ai déjà donné tous les ingrédients. Mais peut-être faut-il définir déjà de quoi nous parlons. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Parce que je vous ai parlé un tout petit peu de la phobie sociale, mais on n'a pas parlé de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est un sentiment de sécurité intérieure. Un sentiment de sécurité intérieure. Un sentiment, c'est quoi? C'est pas une émotion. L'émotion, c'est, vous savez, c'est une décharge d'énergie comme la peur, ça dure quelques secondes et ça redescend. Ou comme la colère, par exemple. Un sentiment, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Intérieure, parce que évidemment, ça ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe en nous, cette sécurité. Et c'est parce que nous avons la sécurité à l'intérieur que nous pouvons affronter l'insécurité extérieure. C'est ça, en fait, la confiance en soi. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le but de la conférence. Et puis, un élément très important, c'est évidemment de comprendre que cette confiance en soi, elle n'est pas ni figée, ni définitive. En principe, elle est censée augmenter avec l'âge, avec l'expérience, avec les succès. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi dans la vie des échecs, des erreurs, des remises en question. Donc ça peut monter, ça peut descendre, et puis en fonction du sexe qu'on a aussi, on n'est pas configuré tout à fait de la même manière pour avoir plus ou moins confiance en soi. Ça, c'est une autre histoire encore. Donc tout ça pour dire quoi? Que, en réalité, cette confiance en soi que nous avons tous en partie au début, c'est comme un capital en fait que nous allons faire fructifier, en général plutôt de façon positive, mais des fois, parfois, malheureusement, nous allons perdre une partie de ce capital. Donc, l'idée maintenant, c'est de comprendre quels sont les leviers de la confiance en soi, c'est-à-dire sur quoi nous nous appuyons pour justement pouvoir aller de l'avant, parler en public ou autre chose. Parce que, évidemment, ce qui est valable pour l'art oratoire, c'est valable tout à fait pour beaucoup d'autres choses. Je précise aussi que le fait de parler en public est une des peurs les plus fréquentes, en tout cas en France, et notamment chez les femmes. Voilà. Ça, c'est intéressant à savoir. Alors, quels sont les leviers de la confiance en soi ou de l'assurance? Je vous les ai déjà quasiment tous donnés à travers mon histoire. Mais comme vous êtes un peu, peut-être, désireux de profiter des choses, je vais vous les donner sur un plateau. Ça sera plus simple, et comme ça, vous pouvez les apprendre par cœur. En vérité, vous les connaissez tous. D'abord parce que vous les vivez, vous avez l'habitude de les vivre. Si vous parlez en public, forcément, vous avez confiance en vous, même si vous dites le contraire, surtout si vous êtes une femme. Parce que dans ce cas-là, c'est justement l'estime de soi, c'est-à-dire la représentation que vous avez de vous-même. Ah, je ne suis pas parfaite, je ne maîtrise pas tout. Ok, ça c'est une chose. Mais une fois dans l'action, une fois dans la parole, est-ce que ça part? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes passionné? Dans ce cas-là, vous avez confiance en vous plus que vous ne croyez l'avoir. Alors,
Moi, j'aime bien les acronymes et les jeux de mots, je suis un obsédé textuel, comme disait mon prof de lettres. Donc, en fait, tout ça, ça tient dans un seul mot, la papesse. La papesse, vous connaissez, c'est la femme du pape. Donc, tout ça pour dire quoi? Que les différents leviers de la confiance en soi sont très simples. Le premier, mon collègue en a parlé tout à l'heure, c'est la préparation. Quelqu'un disait la préparation prime l'action, et c'est vrai. Je crois que Bouvard aussi disait quelque chose de très intéressant. Il disait improviser ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il préparait pendant des heures et des heures ses émissions pour pouvoir justement, au débeauté, poser la question qui tue ou qui sauve. Donc la préparation, dans mon histoire, rappelez-vous, j'ai passé l'après-midi entière à préparer cet exposé. Donc j'étais préparé. Ça, c'est une des bases sur lesquelles on peut s'appuyer quand on voit, par exemple, la réunion publique. La préparation, c'est irremplaçable. Le deuxième élément, bien sûr, c'est l'action. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à cette chose-là, mais plus vous attendez, et plus vous avez peur, et plus vous stressez, et plus vous avez le trac. Vous avez remarqué comme c'est drôle? Autrement dit, il ne faut pas réfléchir, il faut agir tout de suite, il faut se jeter dans la piscine, il faut sauter d'abord et chercher le parachute après. Sinon, vous aurez toujours peur, il y aura toujours quelque chose en plus ou en moins, l'eau est toujours trop mouillée, et voilà. Dans mon histoire, rappelez-vous, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On m'a dit, est-ce que vous pouvez aller aider votre camarade? Et en quelques secondes, je suis passé de spectateur à orateur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'étais étudiant, je me suis aperçu très vite que dans les couloirs, mes camarades en fait perdaient petit à petit toute leur confiance en eux, simplement en regardant la tête des candidats sortir les uns après les autres, en général avec une tête un peu déconfite. Donc moi j'ai décidé de passer toujours en premier. J'ai demandé dans tous les oraux, aussi bien au bac qu'en faculté, de demander à mes camarades si ça ne les dérangeait pas que je passe avant eux. En général, ça les a arrangés. Et comme ça, j'avais des bonnes notes, et eux, ils stressaient, c'est leur problème. Non mais c'est vrai, j'ai eu 16 au bac en oral de français, c'est la meilleure note de ma classe. Voilà, je suis passé en premier. Donc l'action, très intéressante. La passion. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'étais politisé, et je ne sais pas si vous l'entendez, soit dans ce que j'ai dit, soit dans ma voix, mais je suis un passionné. Et il y a des gens qui sont passionnés en général, c'est un trait de caractère, mais on peut aussi être passionné pour quelque chose. Moi, je vous recommande évidemment de ne parler que des choses qui vous passionnent. Parce que si je vous parle de quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment, je risque de ne pas être très intéressant. Donc la passion, c'est une énergie, et c'est une façon de mobiliser son énergie. Et quelqu'un disait, il n'y a pas de sujet passionnant, il y a que des gens passionnés. Soyez passionnés, vous serez probablement passionnant. Appuyez-vous là-dessus, c'est aussi une force. Ensuite, l'émotion, bien sûr. La peur, le stress, le trac sont des émotions. Négatives, bien sûr, mais des émotions. La meilleure façon de court-circuiter une émotion, eh ben, c'est une autre émotion. C'est quoi l'émotion opposée à la peur, en fait? Le rire. Non. Le soulagement. L'amour. Alors, il y a des gens qui disent ça, mais à mon avis, non. L'envie. La joie. La joie. Non. La gratitude. Gratitude. Il n'en reste aucune. La colère. La colère est l'opposé de la peur. Vous ne pouvez pas avoir peur et être en colère en même temps. C'est impossible. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans mon histoire, je ne sais pas si je l'ai bien fait passer, mais j'étais énervé, comme on était tous énervés par cet exposé qui partait en cacahuète. Et moi j'étais d'autant plus énervé, et l'énervement c'est une forme de colère. De voir ce sujet qui pour moi est très important, maltraité de cette façon-là. Donc la colère m'a fait court-circuiter ma peur. Quand vous êtes en colère contre quelque chose ou quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir peur. C'est impossible. Ou alors vous êtes schizophrène, c'est bien aussi, mais c'est autre chose. Ah mais c'est ça je comprends mieux. Il y en a qui se reconnaissent. S comme le sentiment. Le sentiment, c'est pas pareil que l'émotion. Le sentiment, encore une fois, c'est quelque chose qui dure. En vérité, il n'y a qu'un seul sentiment, et c'est l'amour. Tout le restant, tous les autres sentiments sont des dérivés, des degrés de l'amour, et même, j'ai pensé longtemps qu'il y avait deux sentiments, l'amour et la haine. La haine, c'est aussi de l'amour. Impossible. C'est pour ça, en général, quand on est déçu, quand on est divorcé, quand on est en conflit avec son ex, on ne peut pas passer de l'amour à rien du tout, alors on passe par la haine avant de passer par l'indifférence. Thèse, antithèse, synthèse. Foutaise peut-être aussi. Ah, elle est bien celle-là. Elle est gratuite. Donc le sentiment c'est quoi? En l'occurrence, c'était l'amitié. Je vous ai dit qu'on adorait tous notre camarade William, et c'est vrai que ça nous faisait mal de le voir comme ça, de le voir s'enfoncer lui-même, se court-circuiter lui-même, c'était terrible. On avait tous envie de l'aider. Posez-vous la question quand vous devez intervenir en public, à qui vous parlez, à qui vous avez envie d'apporter quelque chose.
Et ça va vous aider, ça va vous donner des ailes, bien sûr. Et enfin, bien sûr, le savoir, le savoir, j'en ai pas parlé, j'aurais pu le mettre au début, bien sûr, et c'est pour les besoins de la cause. Je vous ai dit, vous vous rappelez que je maîtrisais le sujet par cœur. C'est vrai que je pouvais faire le plan de n'importe quelle centrale nucléaire de tête. J'étais complètement obsédé par ça. Donc, la conséquence, la conclusion, on pourrait dire pour nous, c'est tout simplement de réfléchir au fait que peut-être parfois on nous demande de faire des conférences sur des sujets où on n'est pas très bon, on n'est pas très fort. Soit on a le temps de préparer la conférence, soit on ne la prend pas. Moi, en tout cas, je ne la prends pas. J'ai décidé de ne traiter que des sujets sur lesquels je me sens vraiment à l'aise, que je connais vraiment bien. Comme ça permet à la fois de naviguer dans tous les sens, et puis surtout, bien sûr, de répondre aux questions qui arrivent derrière, parce que c'est intéressant, dans les conférences, c'est aussi l'interaction avec le public. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est aussi une base. Ça donne une sécurité très importante. Et le dernier que j'ai rajouté à la fin, pour continuer en fait, le mot papesse, c'est l'ego. Évidemment, je l'ai mis entre parenthèses, puisque c'est pas l'ego en tant que tel, c'est plutôt l'absence d'ego. En vérité, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On se regarde dans un miroir et on se dit « Ah là là, je ne vais pas y arriver, la vie est trop dure, les caramels sont trop lourds. » C'est ça en fait qui se passe. Et c'est de l'ego, si on réfléchit 2 minutes, c'est l'ego, c'est-à-dire l'obsession pour notre image qui nous empêche de faire, d'agir et de parler. Donc la solution la plus simple, la plus miraculeuse, la plus rapide, la plus efficace de toutes les solutions, c'est celle-là, c'est de se centrer sur les autres. Et encore une fois, à part les 2-3 schizophrènes de la salle, mais encore une fois, ils disent voilà, si vous êtes centré sur les autres, vous ne pouvez pas vous occuper de vous, donc il n'y a plus de peur. Si vous vous demandez qu'est-ce que je peux apporter à mon public, qu'est-ce que je peux apporter à mon auditoire, comment je peux les servir, comment je peux les inspirer au mieux, comment je peux faire en sorte qu'ils passent une super soirée, il n'y a plus de peur du tout, il n'y a même pas l'espace pour avoir peur. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas être au four au moulin. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, vous pouvez construire là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça à chaque fois, mais vous pouvez en tout cas faire 2 choses. D'abord, peut-être regarder les éléments sur lesquels vous ne vous appuyez pas encore ou pas assez. Deuxièmement, et ça c'est tout à fait important, prendre conscience justement de tout ce que vous faites déjà, parce que la connaissance de soi, c'est ça aussi. C'est prendre conscience des forces qu'on a, mais dont on n'a pas toujours conscience. C'est les autres, encore une fois, qui nous renvoient nos forces et nos faiblesses. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait des évaluations, et moi je trouve ça fantastique le fait de pouvoir travailler sur nos pratiques et sur nos métiers. C'est comme ça qu'on avance, bien sûr. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation, bien sûr. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, mais je pense que c'est intéressant de balayer en fait la plupart de ces choses-là, parce que ce sont des éléments indispensables à mon avis pour aller beaucoup plus loin, en tout cas pour peut-être booster, augmenter, améliorer encore sa confiance en soi, et d'une certaine façon, on n'en a jamais assez. Alors, pour terminer, une sorte à la fois une conclusion et une histoire, bien sûr. J'ai commencé par une histoire, je vais terminer par une histoire. Donc, moi, à mon avis, vous avez compris, je suis convaincu que la confiance en soi, c'est utile, c'est même indispensable, je pense, pour faire plein de choses dans la vie, pour agir, pour décider, pour risquer, pour créer, pour s'aventurer, pour oser, pour aller hors de sa zone de confort. Et bien sûr, parler en public, c'est dangereux. Tout simplement parce que quand nous parlons en public, nous sommes sous le regard, c'est-à-dire sous le jugement des autres. Et notre ego nous attache et nous accroche à une certaine image et nous avons peur de ça. Donc, en même temps, il y a des gens qui, encore une fois, ne pensent pas être capables de parler en public et qui parlent en public. Inversement, il y a des gens qui croient savoir parler en public et qui sont incapables de le faire vraiment. Donc, c'est intéressant de revisiter tout ça. Alors, pour mettre un petit élément de bémol par rapport à ce que j'ai dit, je vais vous raconter une anecdote que vous connaissez certainement. Ça tombe bien. Donc, Sacha Guitry, tout le monde connaît. C'était à la fois un acteur, un scénariste, enfin un type assez exceptionnel. Et un soir, en fait, il était juste en train de fumer un cigare sur une caisse dans les coulisses avant la première d'une pièce à Paris. Et une actrice vient lui dire « Ah maître, c'est extraordinaire, vous savez quoi, je n'ai pas le trac. » Il la regarde et lui dit « Mais c'est pas grave mon petit, ça viendra plus tard, avec le talent. » Merci, c'était Monsieur Patrice. Merci.